Le 27 mars 1995, un homme reçoit 3 balles, dont une en pleine tête, dans le hall de son immeuble de bureau. Il agonise dans les bras du concierge de l'immeuble, qui lui aussi a été touché au bras. Le tueur court en direction d'une Clio verte venue le récupérer. Quand la police arrive sur place, ils ne le savent pas encore, mais ils sont devant l'une des affaires criminelles les plus tragiques du monde de la mode. Le mystérieux assassinat d'un héritier de la maison Gucci, la très célèbre société italienne de maroquinerie et de parfums. L'homme qui a été assassiné n'est autre que Maurizio Gucci, le dernier héritier de la maison Gucci. Pendant 2 ans, les enquêteurs vont chercher qui a tué l'héritier d'une des plus grandes maisons de l'industrie de la mode. Derrière cette success story se cache une terrible histoire de trahison familiale qui a mené la famille Gucci à sa perte, si bien qu'aujourd'hui chez Gucci, plus aucun membre de la famille ne détient des parts dans l'entreprise. Comment cet empire de la mode italienne, référence dans la pop culture, a pu échapper aux mains de la famille Gucci? Entre complot, trahison, rivalité et encore pire, meurtre, vous allez voir que cette histoire est digne d'une tragédie grecque. On est en 1898, un jeune Italien qui s'appelle Guccio Gucci rêve de découvrir l'Europe. Il va aller à Paris et puis il va finalement s'installer à Londres pour travailler dans un hôtel qui s'appelle le Savoy. Le Savoy Hotel, c'est un hôtel londonien très prestigieux avec une clientèle très riche. Et là-bas, Guccio, il va faire la plonge, il va être serveur et finalement, il va devenir garçon d'ascenseur. En fait, le Savoy Hotel était le premier hôtel à avoir un ascenseur électrique, grande innovation à l'époque, et Guccio, c'était le gars qui ouvrait et fermait les portes pour les clients. Et d'ailleurs, il observe énormément les clients de cet hôtel et il se rend compte qu'ils ont une fascination pour les bagages. On pouvait dire si vous étiez aisé ou non, si votre bagage était bien tenu. Cette observation va lui insuffler l'idée d'ouvrir sa propre bagagerie et d'ailleurs Guccio est issu d'une famille de tanneurs donc qui savent manier le cuir, donc ça tombe bien. Mais on n'y est pas encore. En 1901, Guccio il épouse une couturière de 24 ans qui s'appelle Aida Calvelli avec qui il va avoir 5 enfants. Aida elle a déjà un enfant d'une première union qui s'appelle Hugo et à eux deux ils vont avoir 5 enfants dont un enfant qui s'appelle Enzo qui va mourir. Donc on ne va pas vraiment le compter dans l'équation de la famille Gucci, mais il faut bien comprendre l'arbre généalogique des Gucci puisqu'il va être très important pour la suite de l'histoire. Donc parmi ces 5 enfants, on a Aldo, le fils aîné, ensuite on a Grimalda, l'une des sœurs, on a Rodolfo, le dernier, et entre, on a Vasco. Mais pour notre histoire, il faut que vous reteniez bien les noms de Aldo, Vasco et Rodolfo, qui vont être les 3 frères protagonistes de notre histoire. On est en 1914, évidemment c'est la Première Guerre mondiale et Guccio est réquisitionné pour devenir soldat. Il revient en 1918 dans une Italie dévastée économiquement. Il va travailler à Rome pour se former encore plus au travail de cuir chez un tanneur et il va faire les allers-retours entre Rome et Florence puisque sa femme Aïda ne veut pas déménager de Florence. Elle en a marre de voir son mari faire des allers-retours à chaque fois. Donc un jour, en se promenant dans les rues de Florence, elle va tomber sur un local qui est à la vente et elle va dire à Guccio, en fait là, Guccio, c'est le moment où tu vas réaliser ton rêve, où tu vas ouvrir ta première boutique. Guccio va prendre toutes ses économies qu'il avait de côté pour ouvrir sa première boutique qui s'appellera Valigeria Guccio Gucci, donc pour bagagerie de Guccio Gucci, où il va vendre des bagages, bien évidemment, mais aussi du matériel équestre, puisque c'est l'une de ses spécialités qui lui vient de son père. Et petit à petit, la boutique qui se situe rue de la Villa Nuova à Florence va prendre un petit peu plus d'ampleur et va être très célèbre chez les cavaliers et chez les fans d'équitation. Mais malheureusement, un événement historique va venir bouleverser le business de Guccio. Depuis le début du conflit, nous n'avons cessé de demander justice pour notre peuple. L'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, à la tribune de la Société des Nations, dénonce l'abandon de son peuple après l'agression de l'Italie fasciste. 1936, Mussolini, alors dictateur en Italie, tente d'envahir l'empire d'Éthiopie de Haïlé Sélassié Ier pour un conflit de frontières avec la Somalie,
qui est alors une colonie italienne. Parce que l'Italie avait envahi l'Éthiopie de manière barbare, elle va subir un embargo. Qui dit embargo dit pénurie de matières premières. Sauf que, souvenez-vous, Guccio, il travaille essentiellement le cuir et il s'avère que son cuir, il le fait importer d'Europe. Donc, il n'a plus de quoi fabriquer ses sacs. Il va devoir utiliser un plan B, il va tout simplement utiliser un cuir de vachette présent en Italie dans la région de Florence. C'est un cuir qui coûte très cher, donc Guccio il va devoir être ingénieux. Il ne va pas pouvoir recouvrir les sacs de cuir entièrement parce que ça lui coûterait trop cher en coût de production. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une toile faite de chanvre et de lin. Il va y imprimer un monogramme, le fameux monogramme Gucci qu'on connaît tous aujourd'hui. Il va faire ses sacs dans cette matière, dans cette toile-là, et il va juste recouvrir les rebords du sac avec du cuir, histoire de faire des économies et de limiter les chocs si le sac se cogne, s'il y a des gens maladroits comme moi qui se cognent partout. Bref, Guccio, il va être assez ingénieux. Ses péripéties ne vont pas s'arrêter là, puisque 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1947, il y aura encore des pénuries de cuir. Il va falloir encore une fois essayer d'innover pour faire les anses des sacs. Il va utiliser du bambou, et ça va être la création du fameux sac bambou. Et là, sans se rendre compte, Guccio, il va créer l'un des accessoires les plus emblématiques de la maison Gucci, puisque tout le monde va se l'arracher, et encore aujourd'hui, c'est un accessoire phare de Gucci. We are like an Italian trattoria. The whole family is in the kitchen. Il est temps pour Guccio d'inclure petit à petit ses fils dans l'entreprise. Je vous le rappelle, il a 3 fils qui vont être très importants pour cette histoire, et notamment son fils aîné qui s'appelle Aldo, qui lui est très investi dans l'entreprise Gucci. Il va totalement façonner le storytelling autour de la marque pour la rendre la plus désirable possible, parce qu'on rappelle que le désir, c'est quand même l'un des fuels d'une maison de luxe, ce qui permet en fait de faire rêver les clients. Et ce qui va faire rêver les clients chez Gucci, ça va être non seulement le savoir-faire, mais ça va être aussi tout son héritage autour de l'équitation. Et ça, Aldo, il va en faire tout un storytelling et il va créer des pièces phares qui vont représenter Gucci dans toute sa splendeur. Là où il est très intelligent, Aldo, c'est qu'il va observer la clientèle qui se rend chez Gucci. Il y a énormément de célébrités, mais il y a aussi toute une élite new-yorkaise, encore eux. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on parle souvent de cette élite new-yorkaise, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les parents, mais ce sont les enfants qui veulent se détacher du côté strict, du style très cadré que leur imposent leurs parents. Et ces enfants, en fait, ils étudient dans les meilleures universités de la Ivy League, donc Yale, Harvard, etc. Et ils vont créer un style qu'on appelle le style prépi, pour preparatory, donc les classes préparatoires aux universités de la Ivy League. Et pourquoi ce style va complètement disrupter la manière dont leurs parents s'habillaient? Bon, aujourd'hui, c'est un peu un style... c'est le style qu'on appelle old money, mais c'est pas vraiment du old money. Le vrai style old money, c'est le style des parents de ces gens-là. Les étudiants de la Ivy League, eux, ils vont reprendre un peu les codes du old money pour en faire quelque chose de plus décontracté et de plus sporty. C'est par exemple le look que pouvait porter Lady Diana ou John Fitzgerald Kennedy. Donc un look très décontracté avec des polos, des pulls, des sweatshirts. Et Aldo, donc le premier fils de Guccio, quand il voit ça, il se dit qu'il y a un business à faire là-dedans. Il se rend compte que ces gens-là portent aussi énormément beaucoup de mocassins. Donc il va décider de créer une paire de mocassins, mais en y ajoutant un petit twist. First Horsebit Loafers, Gucci's iconic creation. À la place de la languette des mocassins, il va y mettre un mors de cheval. Donc vous savez, le mors de cheval, c'est cette sorte de chaîne qu'on met dans la bouche de cheval pour le tenir avec les rênes. Ça va complètement exploser. Les gens vont s'arracher cette chaussure qui va s'appeler la horsebit, donc le mocassin à mors de cheval. Ça va être un emblème de la maison Gucci qui va être repris partout pour vous dire à quel point Gucci à l'époque lançait des tendances. Donc là, on était en 1953. Et souvenez-vous bien que Aldo, c'est lui qui va façonner l'imaginaire autour de la maison Gucci. Très important pour la suite. Il y a Vasco qui, lui, s'occupe plus de l'aspect technique et de l'aspect fournisseur. Il va notamment développer les ateliers de la maison Gucci. Et puis, il y a le petit dernier, Rodolfo, qui, lui, n'en a rien à faire de l'entreprise. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir acteur. D'ailleurs, pour devenir acteur, il va complètement changer de nom et prendre un pseudonyme. Il va s'appeler Maurizio d'Ancora. Il va faire plusieurs films et malheureusement pour lui, après la Seconde Guerre mondiale,
il n'a plus vraiment de rôle. Mais heureusement, il vient de l'une des familles les plus riches d'Italie, puisque Gucci à cette époque-là, c'était déjà quelque chose d'énorme. Toutes les stars se bousculaient dans les boutiques pour acheter le sac bambou, pour acheter les mocassins Horsebit, etc. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il va y avoir une ribambelle d'autres accessoires iconiques de la maison. Et donc, pour en revenir à Rodolfo, une fois qu'il voit que sa carrière d'acteur c'est un peu mort, il se tourne vers son père avec des grands yeux pour lui dire qu'est-ce que tu me proposes? Et Guccio va lui proposer le poste de responsable de toutes les boutiques Gucci. Et c'est là que les problèmes vont commencer et qu'il va y avoir des querelles dans la fratrie. Mais avant de te dévoiler la suite des problèmes, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour me soutenir, et si tu aimes toutes les histoires autour de la mode et de la pop culture, c'est la chaîne à suivre. On peut reprendre. Pour vous la faire courte, Aldo, le frère aîné, ne voyait pas d'un très bon œil que Rodolfo ait été promu responsable de magasin, parce que Rodolfo, lui, son rêve c'était de devenir acteur, et Aldo pensait qu'il n'avait aucune légitimité de travailler dans l'entreprise, qu'il ne s'investissait pas plus que ça il y a 10 ans, donc pourquoi aujourd'hui il devrait devenir responsable de magasin? Comme tout bon père de famille, évidemment Guccio, il a essayé d'apaiser les tensions entre les frères. Absolument pas. Il remettait encore plus d'huile sur le feu parce qu'il disait que la rivalité entre les frères, c'était ce qui allait provoquer l'émulation et donc la montée et l'explosion de Gucci. Mais il s'est grossièrement trompé parce que vous allez voir tout au fil de l'histoire que cette rivalité qu'il y a, ces tensions qu'il y a dans la famille, c'est ce qui va faire que la famille va exploser par la suite. Mais on n'y est pas encore. En tant que responsable de magasin, Rodolfo, il va commencer un petit peu plus à s'investir chez Gucci, et d'ailleurs, il va créer l'un des foulards emblématiques de la maison parce que en 1966, Grace Kelly ouvre la porte d'une boutique Gucci pour s'acheter un sac bambou. Grace Kelly, c'est depuis 10 ans la princesse de Monaco puisqu'elle a épousé le prince Régnier III de Monaco, et c'est accessoirement aussi une ancienne star de cinéma. Elle est fan de la maison Gucci, elle vient s'acheter un sac bambou. Rodolfo, pour la remercier, décide de faire un foulard où il va dessiner un imprimé floral inspiré du tableau Le Printemps de Botticelli parce que Grace Kelly adorait les fleurs. Il va nommer ce foulard Flora. Grace Kelly, elle va le porter à énormément de représentations publiques et bam, le foulard Flora est né. Ça va devenir aussi l'un des best-sellers de la maison. Et ce qui est important de retenir avec Gucci, c'est que ça va être l'une des premières marques de luxe à utiliser des égéries pour faire des produits phares. Par exemple, il savait que Jackie Kennedy, l'ex-première dame des États-Unis, adorait un sac avec une forme arrondie, et ils vont renommer ce sac à son effigie, donc ils vont l'appeler le sac Jackie. Les égéries, c'est très important aussi pour les marques de luxe pour faire rêver, parce que les célébrités à cette époque-là commencent de plus en plus à avoir une influence sur le grand public. Mais malheureusement, en 1953, Guccio Gucci décède, et là, ça va vraiment être le début des problèmes et de la descente aux enfers de la famille Gucci. So hate and love together. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Guccio Gucci, il aimait cette rivalité qu'il y avait entre ses fils. Mais malheureusement, c'est ce qui va les conduire à leur perte puisqu'ils n'ont aucune cohésion et aucune unicité. Surtout que, en fait, à la mort de Guccio, il va diviser son héritage entre ses 3 fils. Mais rappelez-vous, il a 5 enfants. Il y en a un qui est mort et il y en a une qui est encore là, qui est encore bien vivante et qui s'appelle Grimalda. Mais sauf que Grimalda, elle ne va rien toucher de l'héritage de Gucci. Pourquoi ? Parce que Guccio, il pensait que les femmes n'avaient rien à faire dans le business. D'ailleurs, sa femme, Aïda, ne va pas non plus avoir des parts dans l'entreprise Gucci. Et ça, Grimalda, ça va lui rester en travers de la gorge, parce que quand il y avait les pénuries de cuir pendant la Seconde Guerre mondiale, Grimalda et son mari vont prêter de l'argent à Guccio pour essayer de raviver le business familial. Et finalement, quand il meurt, il ne lui laisse rien du tout, donc il est un petit peu ingrat. Donc elle va décider de poursuivre ses frères en justice, qui eux se partagent l'héritage à 3. Donc souvenez-vous, il y a Aldo, Vasco et Rodolfo. Et finalement, elle va perdre lamentablement et ne va rien toucher. Donc là, on a un héritage d'une maison énorme de luxe qui se divise entre Aldo, le grand frère, Vasco, l'enfant du milieu, et Rodolfo, le petit dernier. Donc ils ont chacun à peu près 33% des parts. En 1973, Vasco décède et donc les 2 frères, Aldo et Rodolfo, se divisent la maison Gucci à 50-50 parce que Vasco n'avait aucun héritier, il n'avait aucun enfant. Et là, j'arrête pas de dire ça depuis le début, mais ça va vraiment être le début des vrais problèmes. Parce que souvenez-vous, Rodolfo et Aldo, ils s'entendent pas super bien. Mais ce qui va être encore pire, c'est que Aldo, donc le frère aîné, il ne s'entend pas avec ses fils. Et de son côté, Rodolfo,
il refuse de léguer quoi que ce soit à son fils unique qui s'appelle Maurizio. Maurizio en référence au pseudonyme qu'il avait quand il était acteur. Maintenant, on va un peu plus s'intéresser à la troisième génération de Gucci. Donc il y avait Aida et Guccio, du coup les parents, Aldo, Grimalda, Rodolfo et Vasco, la deuxième génération, donc les frères. Et ensuite, il y a les enfants de ces frères-là. Donc il y a d'un côté les enfants d'Aldo qui sont 3, mais retenez globalement Paolo, parce que lui, il va être très important dans notre histoire. One person who worked for the company said, Paolo has been a traitor to everyone. Et de l'autre côté, on a Rodolfo qui a eu un enfant, Maurizio Gucci. Lui aussi, il faut bien le retenir. I give you everything. I give you this house. I give you money. You have a life. You... What is it you want? Maintenant, on va un peu plus s'intéresser à la relation entre Rodolfo et son fils unique, Maurizio. Ce qui semble logique quand on écrit son testament, c'est de faire hériter ses enfants de nos biens. Eh bien, Rodolfo, lui, il ne veut absolument pas que Maurizio touche 1 centime des Gucci. Pourquoi? Eh bien, la raison, elle s'appelle Patrizia Reggiani. Money cannot buy happiness, this for sure. But anyway, it's much better to have money than not to have. It's better to cry in Rolls Royce than to be happy on a bicycle. That's for sure. Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci se rencontrent dans les années 70. Patrizia, elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, contrairement à Maurizio, quand même un des petits-fils Gucci. Patrizia, elle vient d'une famille plutôt modeste. Son père l'a abandonnée à la naissance et son beau-père, on va dire, il a une bonne situation. Il a fait affaire dans les transports routiers et Maurizio Gucci, donc le petit-fils Gucci du côté de Rodolfo, va complètement tomber sous le charme de Patrizia. Elle est extravagante, elle attire l'attention. Quand elle rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Elle a un peu la folie des grandeurs, elle est très matu vu, très bling bling. D'ailleurs, il trouve qu'elle ressemble à Elizabeth Taylor, donc il la trouve magnifique. E allora poi ero di una simpatia incredibile, non come adesso. Oltre dalla mia bellezza, Maurizio è rimasto colpito da tutto l'insieme. Et pour vous faire un peu une description de Maurizio, c'est tout le contraire de Patrizia. Il est timide, il parle pas beaucoup, il n'arrive pas beaucoup à s'imposer. D'ailleurs, même dans sa famille, vous voyez, son père veut le déshériter et il fait rien pour que ça change. Sapevo già che da persona debole come lui era. Et lui, il se destine à une carrière d'avocat, donc il n'est pas du tout destiné à travailler dans l'entreprise familiale. Mais c'était sans sa rencontre avec Patrizia qui va complètement chambouler cette histoire. What is it you want? What I want is to marry her. Ils vont se marier en 1973 et Rodolfo, le père de Maurizio, était contre ce mariage parce que pour lui, Patrizia est une femme vénale qui n'en veut qu'à l'argent des Gucci et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas que Maurizio hérite de quoi que ce soit. There is a certain sort of young woman who makes their fortune from getting their hooks into someone like you. Oh yes, Father, but Patrizia is not like that. Rodolfo, il va même jusqu'à faire appel à l'archevêque de Milan pour annuler ce mariage ou pour empêcher ce mariage, mais ça ne va pas réussir puisqu'en 1973, Patrizia et Maurizio vont se marier contre l'avis du père Gucci. Et il se dit qu'il n'y avait aucun Gucci à leur mariage. Il padre di Maurizio era contrarissimo alla nostra unione, perché non lo so. Mais le fait que Maurizio et Rodolfo soient brouillés, ça n'arrange pas du tout les affaires de Patrizia. Je vous l'ai dit, elle a des rêves de grandeur. Et si elle s'est mariée à Maurizio, c'est peut-être parce qu'elle l'aime, mais c'est aussi parce qu'il va lui apporter un certain statut social. C'est un Gucci. C'est quand même l'une des marques phares et emblématiques de l'Italie tout entière. Elle, ça l'arrange pas du tout que Maurizio ne s'implique pas dans l'entreprise familiale. Elle va le convaincre de se rapprocher de sa famille, elle va essayer d'assainir les liens entre Maurizio et Aldo, donc son oncle, et Maurizio et Rodolfo, son père. Aldo mi stimava moltissimo per la mia intelligenza. Io lo rispettavo, ci aveva fatto andare a New York per mettermi sotto la sua ala protettrice. Maurizio received a beautiful letter. His father was asking him for a meeting to decide his future.
And Maurizio said, I don't want to meet my father anymore. I said, no, because in any way you are a Gucci. If we will have children, they must be Gucci. Finalement, ça va marcher puisque Rodolfo va accepter de léguer ses parts à Maurizio s'il meurt. En 1983, Rodolfo décède d'un cancer et donc tout son héritage va à Maurizio. Si on fait les comptes, Maurizio, à la mort de Rodolfo, il hérite de 50% des parts de Gucci. De l'autre côté, on a Aldo, le frère aîné de Rodolfo, qui lui va léguer 10% de ses parts à ses 3 fils. Donc ça fera 3,3% par fils. Et Aldo va rester, lui, avec 40% des parts. Ce qui fait que si on fait une photographie à l'instant T où je vous parle en 1983, eh bien Maurizio, c'est un des actionnaires majoritaires de l'entreprise. I asked Rodolfo what kind of inheritance he wanted to leave his son. Did he want Maurizio to become the majority shareholder in the company and take over, or not? He replied, I want my son to protect the 50% he's going to inherit, and that's masses. I don't want him to take over. Dans les années 80, Maurizio et Patrizia, ils vont vivre la grande vie. Elle se fait surnommer Lady Gucci, en référence à son statut social en tant que femme d'un Gucci. Et Patrizia, elle a un plan en tête. Elle veut que Maurizio prenne de plus en plus de place dans la famille Gucci et dans l'entreprise Gucci. Mais le problème, c'est que certains membres de sa famille ne le voient pas comme ça. Par exemple, quand on demande à son cousin germain Paolo s'il pense que Maurizio a les épaules pour diriger Gucci, voici ce qu'il répond. Absolutely not. It can't. It can't because he dreams every 5 minutes. He doesn't think, he dreams. Patrizia et Maurizio vont élaborer un plan pour diviser la famille Gucci. Ils vont commencer par la relation entre Paolo et Aldo, son père, qui n'est pas au beau fixe. Ils vont convaincre Paolo de trahir Aldo pour qu'il ait de moins en moins de place dans l'entreprise. Alors pourquoi Aldo et Paolo sont-ils brouillés ? Alors il y a plusieurs raisons. De 1, Paolo, il était plutôt investi dans la famille Gucci, mais il en avait marre d'être sous la tutelle un peu de son père qui est très directif. Alors, souvenez-vous, c'est lui qui a imaginé un peu tout le storytelling autour de Gucci. Il avait du mal un peu à lâcher du lest auprès de son fils Paolo. In life, I've been the engine of the family. The engine. And the whole family, they were the wagons. Donc Paolo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir sa propre maison de couture qu'il va appeler Paolo Gucci. Et vous vous doutez bien que c'est de la concurrence déloyale pour Gucci puisqu'il utilise le nom Gucci. Là, ça va être un affront pour son père qui va le destituer de tout. Il va le virer en fait de l'entreprise Gucci où il avait quand même un petit rôle de directeur artistique. Donc finalement, Paolo, il garde ses parts dans l'entreprise mais il n'y travaille plus. Et donc il a une rancœur terrible envers son père. Il va essayer de l'envoyer en prison et il va réussir d'ailleurs en le dénonçant au fisc, mais il va aussi comploter avec Maurizio et Patrizia pour que son père ait de moins en moins de pouvoir dans l'entreprise. Et comment il va faire ? Il va décider de vendre ses parts à Maurizio, qui va donc détenir 53% de Gucci. Paolo, il ne fait pas tout ça gratuitement. Certes, il accepte de vendre ses parts à Maurizio pour 20 millions de dollars, mais en échange, il attend que Maurizio monte une entreprise qui va diriger toutes les licences Gucci dont Paolo serait le dirigeant. Mais spoiler alerte, Maurizio ne va jamais créer cette entreprise. Et donc ça fait déjà un Gucci de moins dans l'entreprise, éliminé par un membre de sa propre famille. Et vous allez voir que ça va continuer comme ça. Ça va être l'escalade. Plus aucun Gucci ne va détenir des parts dans Gucci. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. I would start all over again. If you tell me, would you really? I would. Now I would have a much more experience about taking care of those who says I love you and then they trade you. One person who worked for the company said, Paolo has been a traitor to everyone. Yes, maybe, yes. You know, against bandits. I mean, if you live them, you're a traitor, right? I think I remember, how to call them, mafia? Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand Rodolfo est mort en 1983, il avait certes légué ses parts à Maurizio, mais en fait il avait oublié de signer un document qui permettait à Maurizio de ne pas payer des taxes et des frais de succession. S'il avait dû payer ces taxes, il aurait dû céder les 50% dans l'entreprise Gucci. Did you participate in the forged signing of a document
which would have saved immense amount of taxes and inheritance. Absolutely not. Mais ce n'est pas fini. Maurizio va décider d'évincer Aldo de l'entreprise, et cette fois-ci pour de bon, puisqu'il va réussir à comploter pour que Aldo signe un contrat qui va faire qu'il va donner ses parts et les parts de ses fils à une société qui vient du Bahreïn. Donc cette société va détenir 50% de Gucci. Maurizio, you fucking traitor. Et donc, c'en est fini de Aldo et ses fils dans l'entreprise Gucci. Ils se sont fait avoir par Maurizio. He said that Aldo, in fact, wanted to retire. I doubt very much. Cannot, because he knows that Aldo will die in the middle of his shop. Avec ce nouveau groupe d'investisseurs à la tête de Gucci, la marque retrouve une seconde jeunesse. Les collections des années 80 commençaient à être un peu dépassées et Gucci perdait de son aura. Pourquoi Gucci était en déclin? Parce que l'entreprise se faisait vieillissante, il y avait de moins en moins d'innovation, beaucoup plus de marques de mode commençaient à monter, notamment aussi en Italie et en France bien évidemment, et il y avait de plus en plus de contrefaçons de sacs Gucci. Et quand une marque de luxe voit énormément de contrefaçons, c'est très mauvais signe. Ça veut dire non seulement que vous êtes facile à imiter et limite on n'arrive pas à déceler une contrefaçon d'un vrai Gucci, et en plus ça veut aussi dire que votre produit est devenu un petit peu trop mainstream, et ça c'est un peu la hantise de certaines marques de luxe. Pas toutes, mais certaines. Mais en 1994, la maison prend un tournant décisif en embauchant un nouveau directeur artistique, un Américain qui s'appelle Tom Ford. Il est arrivé chez Gucci en 1990 comme designer créatif, et Tom Ford va complètement bouleverser les codes de la marque. Pourtant, sa première collection en tant que directeur artistique était loin de faire l'unanimité. Jugée un peu fade et ennuyeuse, elle peine à convaincre la presse et les acheteurs et ne parvient pas à sortir Gucci de l'impasse dans laquelle la maison se trouvait. Malgré ce faux départ, Tom Ford ne se laisse pas décourager, il commence à imposer son style audacieux et provocateur, il injecte progressivement une dose massive de glamour et de sensualité dans les collections. On est dans les années 90, il y a une certaine mode, notamment Issey Miyake qui a des coupes loose, qui commence aussi à percer, mais Tom Ford, lui, il va proposer des coupes très sexy, très près du corps, des tailles basses, des décolletés, beaucoup de couleurs, et c'est quelque chose qui n'était pas courant à l'époque. Et surtout, il adopte la communication du porno chic, qui est une communication assez disruptive pour une marque de luxe. Le porno chic, c'est quoi? C'est une communication très subjective, très sexualisée, où les mannequins sont dénudés, beaucoup de couvertures de magazines très controversées, et ça va lancer une tendance. Par exemple, Dior va suivre aussi cette tendance du porno chic, et puis d'autres vont complètement se mettre en opposition à tout ça et dire que c'est pas du luxe, que c'est pas élégant. Mais ça va quand même payer, puisque Gucci va petit à petit remonter. Sa vision radicale et son sens du marketing font de Gucci une maison avant-gardiste et ultra moderne, attirant les stars et les influenceurs du monde entier. Ce revirement spectaculaire va non seulement redéfinir l'image de Gucci, mais aussi propulser Tom Ford comme l'un des créateurs les plus influents de l'époque. Gucci va mieux et Maurizio s'en vante. Gucci America was making $54 million volume of business with $6 million profit. This is the answer to a dream. I accept. Mais là où il fonce droit dans le mur, c'est que Maurizio, il adore la fast life. Il aime beaucoup les belles voitures, il aime le luxe, et il va en fait presque mettre en faillite Gucci parce qu'il va faire des mauvais investissements. Il va utiliser l'argent de l'entreprise pour ses biens personnels, pour ses maisons. Mais ça va pas beaucoup plaire à la société du Bahreïn qui avait investi 50% dans l'entreprise et qui vont lui dire tout simplement de dégager. Il faut que vous sachiez une chose, on est en 1994 et Maurizio décide de se séparer de Patrizia, avec qui il avait 2 enfants, Allegra et Alessandra. Et ça va pas du tout plaire à Patrizia, d'autant plus que Maurizio, il va se mettre avec une autre femme qui s'appelle Paola Franchi et qui était son amie d'enfance. E lui mi chiede il divorzio. Quando ho saputo che Maurizio avrebbe voluto sposarsi con questa persona, che tra l'altro era una mia amica, ai tempi
Ho detto non è possibile. Déjà, Patrizia, elle l'a là que Maurizio décide de se séparer d'elle. Le divorce sera effectif en 1994, mais en réalité, Patrizia et Maurizio sont séparés depuis 1985. Et comment elle a appris qu'il voulait le divorce? Eh bien, il a envoyé son fiscaliste lui donner les papiers. Et il ne l'a même pas appelé, il est même pas venu la voir en face à face. Donc, Patrizia, elle commence à avoir une colère qui monte et qui monte et qui monte. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que à cause de sa mauvaise gestion financière, la société du Bahreïn va dire à Maurizio de dégager de l'entreprise. Ils vont racheter ses parts, donc il n'aura plus de parts dans Gucci et il n'y aura plus de Gucci chez Gucci. Là, ça va être la dégringolade pour Maurizio. Il va quand même rester très riche, mais il va gagner nettement moins d'argent. Et qui dit que Maurizio gagne moins d'argent, dit que Patrizia aussi gagne moins d'argent, puisqu'il doit lui payer une pension annuelle pour les 2 filles qu'ils ont en commun. That's him. Signor Gucci? On est le 27 mars 1995. Maurizio Gucci est retrouvé mort dans le hall de son immeuble de 3 balles. L'info fait le tour de la presse, européenne, italienne, française, on en entend parler partout parce que c'est un truc de dingue. Le dernier héritier de la maison Gucci a été abattu par un tueur à gages. Très vite, les enquêteurs vont être affairés. Est-ce que c'était un règlement de compte de la mafia parce que Maurizio était super endetté, qu'il devait de l'argent à plein de monde? Finalement, ça aurait pu être un paquet de monde car beaucoup de gens en voulaient à Maurizio. Ça aurait pu être son cousin Paolo qui l'a trahi et auprès de qui il n'avait pas tenu sa promesse d'ouvrir des licenciés Gucci. Ça aurait pu être des gens d'Investcorp à qui Maurizio avait fait perdre beaucoup d'argent avec ses excès. On aurait aussi pu penser à Aldo qui l'a évincé de Gucci alors qu'il était grave impliqué dans l'entreprise. Ah non, lui est malheureusement décédé bien avant l'assassinat de Maurizio. Il restait une seule personne que les enquêteurs n'avaient pas soupçonné. La saga Gucci et le meurtre il y a 2 ans d'un des héritiers vient d'être élucidé en Italie. Le 8 janvier 1997, un appel anonyme est passé aux enquêteurs de l'affaire et un seul mot est prononcé, Gucci. Le client d'un hôtel raconte qu'il a entendu le concierge se vanter qu'il était impliqué dans l'assassinat de Maurizio Gucci. Le concierge est alors mis sous écoute et là, tout se démêle. C'est l'ex-femme du très riche italien qui aurait recruté des tueurs à gages pour éliminer celui qui a été son mari. Il s'avère en fait que Patrizia Reggiani, avec l'aide de sa voyante qui s'appelait Pina, ont mandaté 2 tueurs à gages pour abattre Maurizio Gucci. Elle avait tellement la rage contre Maurizio qu'elle voulait absolument le tuer et elle demandait à tout le monde si il pouvait l'abattre. Elle a d'ailleurs demandé au mari de sa femme de ménage de tuer Maurizio pour elle et en fait il a refusé. Donc en 1997, Patrizia, l'ex-femme de Maurizio, est arrêtée et un procès va s'en suivre. Elles vont se rejeter la faute entre Pina et elle. Et quand on demande à Patrizia pourquoi elle n'a pas tué Maurizio elle-même, elle dira « J'ai une très mauvaise vue, j'avais peur de tirer à côté ». Pour vous dire à quel point cette femme était folle. Donc là, en fait, les Gucci, ils ont presque rien vu venir. Le loup était dans la bergerie et ce loup se nommait Patrizia. Patrizia a écopé de 29 ans de prison, mais elle a eu une réduction de peine, donc elle est sortie en 2016. Donc dites-vous bien qu'aujourd'hui, la commanditaire de l'assassinat du dernier héritier Gucci est en liberté. Elle se promène aujourd'hui avec son perroquet dans toute l'Italie et elle dit à qui veut l'entendre qu'elle ne regrette absolument pas d'avoir tué son ex-mari. Et d'ailleurs, le jour de la mort de Maurizio, dans l'agenda de Patrizia, c'était écrit « Paradis ». Bien évidemment, cette histoire a fait que Patrizia est brouillée avec ses filles puisqu'elle a tué leur père. Maurizio è stato il mio unico vero amore. Et là, si vous ne connaissiez pas cette histoire, vous vous demandez sûrement pourquoi Patrizia a tué son ex-mari Maurizio. Souvenez-vous, Maurizio avait divorcé de Patrizia pour se mettre avec Paola Franchi, une de ses amies d'enfance. Mais ce qui a vraiment fait rentrer Patrizia dans une colère noire, c'est le fait que sa pension alimentaire baisse suite à l'éviction de Maurizio de chez Gucci. Incazzata con Maurizio perché sapevo già che da persona debole come lui era, se non era seguita dal pugno di ferro
mio sarebbe stato un uomo perduto. E infatti così è stato. Donc, elle l'a tué pour l'argent. Et la voici, tranquillement, à son enterrement, bien avant qu'on ne sache que c'était elle, la coupable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Si vous voulez peut-être que je fasse une vidéo où je parle de la guerre entre LVMH et Kering, notamment pour acquérir la maison Gucci, mais aussi la guerre entre du coup Louis Vuitton et Gucci, donc entre Bernard Arnault et François Pinault. En tout cas, si vous voulez connaître la vision de LVMH pour dominer le monde du luxe, je vous laisse regarder cette vidéo où je vous en parle plus en détail. Et moi, je vous retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture. Prenez soin de vous.